Pédos, bienvenue dans ce nouveau numéro de CGY. Je suis toujours le doc et je suis toujours accompagné de mes inénarrables compagnons, Néo. Bonjour tout le monde, bonjour, parce que effectivement je sais pas, donc bonjour, bonsoir. Bonjour, et Pèse. Et bonsoir tout le monde. Et bonsoir, comment allez-vous les garçons ? Ça gaze, Ouais. ça gaze, hein, comme Ça a repris un le mois boulot. de septembre, sans les touristes, profiter de la mer. Voilà. Alors lui il s'est doré la pilule, moi j'ai repris le boulot, donc voilà, je suis pas dans le même état. Ah bah c'est ça la vie d'intermittent. Ce soir, Oh, oui, enfin ce soir. aujourd'hui, nous l'avons, la licorne du cinéma d'animation. On l'a séquestré, ça y est, c'est bon. Nous avons enfin réussi à mettre la main sur Olivier Pinol. Oui. Et nous allons faire donc une première émission avec lui sur la création de Dwarf. Exactement. Voilà. Et nous en ferons une deuxième à la prochaine émission, bien évidemment, sur son travail de directeur de studio. Mais ce n'est que le teasing. Donc, pour l'instant, attelons-nous à la création de Dwarf. Ça vous va ? Bah oui, Olivier, ça Et te va ? bonsoir Olivier. Super, bonsoir. à tous. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission. Merci, oui, ça fait plaisir. Eh ben ça nous Ça fait nous fait grand plaisir aussi. d'autant plus plaisir. Alors, juste avant de commencer, on va dire un tout petit mot sur le Patreon que nous avons lancé le mois dernier. Effectivement, alors on va vous rappeler rapidement les 3 premiers paliers. On remercie déjà les 4 premiers Patreons qui nous ont Patréo bipède. savamment Yes, Patréo les bipède. Patréo bipèdes, puisqu'ils ont un nom maintenant, effectivement. Eh C'est une ouais, c'est la espèce à part classe quand entière. même. Ah bah, le Patréo bipède, tu le trouves pas sur Wikipédia celui-là. Donc rapidement, voilà, il y a 3 paliers, junior, mid, senior. Le junior est à 1,20€ puisqu'il y a la TVA qu'il faut pas On a oublier. rendu à 1 euro. Allez. Pour lequel du coup vous avez accès aux émissions en avance. Et c'est déjà super de nous supporter, c'est vraiment très gentil de votre part. Le mid, je laisse Pèse prendre le relais. Alors le mid, bah, c'est tout pareil que le junior, sauf que tu peux avoir ton nom en plus lors de l'émission, ainsi qu'un lien vers CV. Ah, sur les notes. Sur Voilà, les notes de notes de l'émission. l'émission, ainsi qu'un lien vers CV, portfolio, ta démo, pour avoir un peu plus de visibilité. Et Oh. un grand merci à toi. Ouais. Et le palier senior que vous m'avez laissé, merci les garçons. Comme d'hab. Vu mon grand âge. Bah oui, voilà. Le palier senior, donc c'est la même chose, mais en plus, vous avez des super goodies. Vous Génial, avez des droit goodies. à 2 stickers, 2 dessous de verre, et c'est tout. Et donc les émissions en avance, le nom, tatati tatata, et peut-être d'autres surprises que nous remettrons. Et l'accès au Discord. Et là, bien évidemment, bah oui, Ah voilà, oui, c'est ça que ça, j'ai oublié. ouais. Et l'accès au Discord qui bah déjà, nous avons déjà quelques seniors. Ouais, oui. Et du coup, ça vit bien, ce petit patriote, ce petit Discord. Discord, merci. Peut-être les seuls rares seniors du monde qui savent se servir de Discord, justement. C'est- Eh ben parfait. Et alors, on rajoute avec ça, parce que c'est pas tout, Ah bah non. nous allons ouvrir, parce qu'on nous l'a demandé, un compte PayPal pour Exact. éventuellement pouvoir, parce que le palier mid est à 3 euros et le Exact. palier senior est à 5 euros. euros. Par émission, pas par mois, mais c'est par émission. Et on nous a demandé si on veut vous donner plus, comment on fait ? Vous avez le PayPal, vous aurez le PayPal, on vous mettra les adresses de tout ça dans les notes de l'émission pour pouvoir nous donner 100, 200, 300, 400 000 euros Soyons si vous voulez, c'est possible. Même ponctuellement, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'être, parce qu'il y a quand même cette espèce d'abonnement dans la tête. Si vous avez envie de Tout à donner fait. ponctuellement, ce sera possible avec le PayPal, effectivement. Donnez-moi. Et je rappelle que c'est pas pour nous rémunérer puisque Oh nous non. sommes quand même très bien rémunérés ici, en tout cas à Dwarf et à d'autres dans d'autres studios. C'est vraiment pour couvrir les frais du podcast et puis pouvoir offrir plein d'autres choses, des petites surprises. On a plein d'idées en tête, mais il nous faut un petit peu de sous-sous, donc du coup pour les réaliser et voilà. compte sur Quand vous, on les pourra bipèdes. quand on pourra les réaliser, nous le ferons. Et en plus, c'est pas tout, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même aussi. C'est l'ouverture de la boutique de Goodies. Ah, exactement. Les t-shirts, les casquettes et tout ça. voilà, Les les slips. mugs, etc. Non, pas Donc encore. voilà, donc tout ça, voilà, vous irez voir sur le sur le Patreon de l'émission et sur les notes de l'émission, bien évidemment. Voilà, voilà. Et je crois qu'on a fait le tour Oui, pour tout ça. C'est ce bon, sera la dernière fois, c'est promis. Yes. messieurs, Bon, ouais. on impeccable. attaque. On attaque, Ah, c'est bah pas là, Alors là, c'est là. parti. On est attaque. chaud. Ah non, tu ne la refais pas comme notre émission. Hein. Alors bonsoir Olivier. Et bonsoir. J'espère qu'on t'a pas trop saulé Ah depuis non, le début.
C'est super, ça prend l'ampleur votre truc là. Ah bah, carrément. C'est cool. Hein. Ouais, On on commence essaye. à avoir Ouais. une bonne visibilité, ouais, Ouais, au fur et et à on- mesure des émissions, hein. Et on remercie d'ailleurs tous les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à Ouais. chaque émission. Ouais, c'est impressionnant. Partout dans le monde. Partout dans le monde, s'il vous plaît. On va faire donc cette première émission sur la création de Dwarf, parce que pour moi, Dwarf a une espèce de, pas de statut particulier, mais d'un studio nouvellement créé, et c'est pas tous les jours que ça pousse pas sous les sabots d'un cheval. Donc tu vas un petit peu nous expliquer tout ce processus de création, le pourquoi du comment, et puis l'état actuel des choses, et pourquoi pas l'avenir. Eh ben, on va essayer. On va essayer de te guider. Avec plaisir. On va essayer d'être. On va essayer de raconter l'histoire, quoi. Voilà, de raconter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Donc pourquoi déjà? Tout Ouais, simplement. moi, j'ai envie de dire un petit peu déjà qui es-tu, Olivier, pour Ah oui, commencer quand un même. petit peu, C'est avant effectivement. de parler de. Voilà ton parcours rapide, Alors, parce qu'on y reviendra. Un rapide. Donc je suis montpelliérain d'origine, artiste, et très tôt l'envie il y a toujours eu en moi ce côté entrepreneurial, c'est-à-dire que issu de famille d'entrepreneurs, j'ai toujours eu ce goût à entreprendre les choses. Donc voilà, j'ai fait mes études dans la communication visuelle. J'ai fait une initiation découverte dans une des premières écoles montpelliéraines en 3D. Donc ça, c'était en 99. D'accord. Et je crois que c'était l'une des premières, en tout cas. Enfin, c'était un peu il y avait Super Infocom qui rayonnait partout avec le festival Imagina et tout. Enfin, il y avait vraiment, c'était la grande époque. C'est le truc qui faisait rêver vachement. Enfin, ça fait toujours rêver, mais à l'époque, c'était quelque chose. Et donc moi, je fais ma formation en communication visuelle parce que je dessine tout le temps. C'est mes parents qui me poussent vers ça. J'étais pas très fort à l'école, donc j'avais pas un cerveau câblé pour être dans le général. Et donc voilà. Et puis très tôt, je quitte Montpellier pour un premier job en com, allié 3D sur Paris. Je décroche mon premier CDI, ce qui me permet de partir avec ma fiancée de l'époque. Qui est ma femme aujourd'hui. D'accord. Les choses ont bien évolué. Fiancée à l'époque. Ouais. Et marié au retour de Paris. Donc on reste 2 ans et demi à Paris. Donc superbe expérience, première expérience donc en pub, et puis très rapidement concours de circonstances, je rentre mais vraiment par hasard dans le cinéma où j'apprends à la lumière. Et c'est là que je découvre vraiment une passion qui va devenir ma spécialité, qui va me permettre de m'ouvrir les portes des grands studios. Et voilà, donc Cinéma, cinéma d'animation. lighting live ou Non, lumière live. animation. Ah oui, animation. direct. ok. D'accord. Direct à l'animation. C'est ta question, Néo, Oui, non c'était ma question, tout à fait. Ah, je t'ai grillé. Donc ça a été voilà, c'est une. Bon, on en parlera peut-être après, mais voilà, c'est qu'une histoire de rencontres et d'opportunités qui font que voilà, tu découvres quelque chose, tu découvres quelqu'un, et puis voilà, donc je me suis spécialisé en lumière. J'ai regretté pendant un moment de pas être devenu animateur. Il y avait ce goût, et puis finalement voilà, je me suis plongé dedans, et puis je suis devenu lighting artist. Et j'ai travaillé pour plusieurs grands studios avant de rentrer en France, à Montpellier, et puis de créer Dwarf. Donc à l'étranger, du coup, pour les grands studios dont tu parles. Donc du coup, le premier, alors j'ai fait un petit passage à Londres, où juste après, parce que je travaillais chez Durand Dubois sur mon premier film, donc c'était sur la production Immortel ad vitam de Enki Bilal. Donc là, Chouette. ça a été voilà, ça a été un peu, ça a pas beaucoup marché, ça a été un peu cassé par la critique et tout ça, mais ça a été une expérience extraordinaire, et une aventure humaine, des rencontres, et voilà. Et puis de là une petite expérience de quelques semaines, de quelques mois à Londres,
où je suis resté quelques mois et ma femme était enceinte, donc j'ai essayé de me rapprocher. Donc ma femme était revenue sur Montpellier et puis du coup j'ai signé avec Action Synthèse pour poursuivre une carrière donc en lighting sur le Manège Enchanté chez Action Synthèse du coup. Qui étaient à Marseille, je crois. Qui était malheureusement qui était à Marseille. Donc une belle expérience également et puis après quelques courts-métrages, j'ai donné pas mal de cours avant d'obtenir un job donc à San Francisco. Ça c'était en 2005. Donc j'ai quand même eu la chance d'avoir une carrière assez une évolution assez rapide. Ouais. En quelques années, j'ai réussi à percer et à être recruté par DreamWorks. Et donc là, c'est l'aventure Shrek, Madagascar. Ah ouais, carrément. Voilà. Donc ça a été ma première grosse expérience internationale où donc tout fait. Puis le changement de vie, l'anglais, voilà, ça a été une très 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 bonne expérience pour plusieurs raisons. Et de là, toujours dans la tête l'ambition de créer un studio, mais c'était pas forcément au début, c'était pas un studio. Ce que je voulais créer, c'était une académie, donc de la formation. J'adore la formation. Ça fait partie des piliers fondateurs de Dwarf, le développement de l'individu, tout ça. Mais avant de rentrer en France et de créer mon studio, je sentais qu'il me manquait quelque chose et je voulais une formation un peu complémentaire pour pouvoir être sûr de moi, quoi, sûr de mes compétences et tout ça. Donc et là, j'ai un copain qui me dit, mais il y a un truc de fou en Nouvelle-Zélande. C'est un projet, nom de code Avatar. Et postule. T'as des images? Non, on voit rien. C'est super secret et tout. Ça a l'air d'être des schtroumpfs. C'est ça. Ils savaient même pas que c'était pour Cameron à ce moment-là? Alors on savait qu'il y avait, je crois qu'on savait qu'il y avait Cameron, que c'était chez Weta. Et que c'était, les bruits couraient, que c'était juste extraordinaire, quoi. Ça annonçait du lourd. D'accord. Ouais. Donc moi, là on est en 2007, je postule et je rentre en vacances pour les fêtes de fin d'année avec la famille. Et là, l'envie j'avais postulé, mais voilà, je me suis dit bon, ça marche pas, je fais autre chose. J'avais envie d'autres expériences complémentaires. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que un soir de réveillon, je reçois un email en disant il y a un entretien qui est calibré là avec Weta, tu vas parler avec telle et telle personne, est-ce que tu es dispo? Je dis la semaine prochaine, parfait. Entre la dinde et la bûche, quoi. Voilà. et du coup donc la semaine d'après je retourne à San Francisco pour reprendre le job, mais du coup je passe mon entretien et là je suis pris, ça a été ultra rapide. Donc on décide de quitter San Francisco pour s'offrir je pense c'est la meilleure expérience de toute ma carrière parce que c'est une expérience de vie extraordinaire. La Nouvelle-Zélande. Ouais, la Nouvelle-Zélande c'est juste ouf, quoi. J'en rêve encore. D'accord. Non mais sérieux, 10 ans après, on fait encore des rêves de la Nouvelle-Zélande. Ouais, non mais Okay. Ça m'a marqué profondément à vie. Voilà, donc ça a été ça. Et puis après le retour en France parce que l'envie de la famille, l'éloignement, c'est assez compliqué quand même d'être loin. Combien de temps sur Avatar? 2 ans. 2 ans. Non, pas qu'Avatar. J'ai fait une belle année sur Avatar en lighting et j'ai fait 2-3 petits projets parce que j'ai aussi eu la chance de travailler avec Peter Jackson sur The Lovely Bones, qui est un thriller horreur. Voilà, donc j'ai bossé sur ce petit projet parce que je voulais à tout prix bosser avec lui. Et donc du coup, je le voyais Après tous les James matins. Cameron, Voilà, c'était c'est maintenant ça. ou jamais en même temps. Oui, C'est ça. Donc non, ça c'était juste avant de passer sur Avatar. J'ai fait quelques mois avec lui. Voilà, puis le retour en France et du coup là quand je suis rentré en France, j'avais sécurisé un peu des opportunités à Londres, Paris. Quand on a fait Shrek et après surtout à l'époque il y a 10 ans, j'avais fait une belle carrière aux États-Unis, puis Avatar.
j'avais aucun problème à trouver du job, quoi. Mhm. C'était vraiment, c'était pas. Oui, t'avais quand même un Je beau sais, CV, mais une bon, belle carte de visite. ouais, ouais, c'était plutôt le carrément. problème de dire non mais les gars, c'est bon, imaginez pas, on négocie quoi. Je suis pas en train de. Les gens, c'était marrant parce que quand tu sors de Weta, tout le monde pense que t'es ultra cher, quoi, en fait. Ah. C'est la réputation de Weta. Donc oui, c'est sûr que, mais non. Bah, du coup, je sécurise tout ça et quand j'arrive à Montpellier, là, je prends une claque intersidérale. C'est-à-dire que là, même Montpellier me faisait stresser, quoi. J'étais plus habitué. D'accord. Ça a été un vrai choc, de chez choc. Hein. Ça a été, je pouvais pas, donc j'appelle. À l'époque, c'était avec Dineg. J'appelle Dineg et je leur dis bon, mais finalement, je peux pas venir. Mais pourquoi? Je peux pas. C'est comment vous expliquer? Je sens que je vais craquer si je viens à Londres, quoi. Il me faut au moins 6 mois là pour accuser le coup. Et déjà que Montpellier, chez moi, avec mes amis, mes familles, déjà là, je stresse parce que j'étais pas habitué. Ouais. Les klaxons, l'agressivité ambiante. Pas que les gens sont agressifs, mais l'esprit, on est vraiment, voilà. Moi, en Nouvelle-Zélande, je n'entendais pas de coups de klaxon, quoi. D'accord. Ça n'arrivait pas. Oui, au niveau de la vie, de l'ambiance, C'est ça. de la Donc, coolitude des ah oui, Néo-Zélandais. c'est quoi. ça, c'est le mot, hein, la coolitude. Voilà, ça te remet le monde en perspective, quoi. Et là, tu relativises sur beaucoup de choses. Voilà, et puis donc je rentre et puis je décide finalement de rester pour tenter une aventure et de créer le studio que j'aurais aimé avoir en débutant ma carrière. Ok. D'accord, donc ça part d'un stress en fait. Ouais, c'est marrant. Non, c'est juste que c'était le bon moment. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais. De toute façon, à tenter le truc. Oui, ça a aidé quand même. Hein. Mais voilà, donc du coup, je me suis dit de toute façon, on tente et puis on verra bien, quoi. Oui, parce que en fait finalement du coup ça t'a mis un peu un stop dans les possibilités de boulot parce que t'avais plus du tout envie de retourner dans des grosses villes et du coup tu t'es peut-être dit aussi à ce moment bon bah alors qu'est-ce que je fais et puis bah voilà c'est effectivement c'est le moment quoi. C'est ça. Mais juste avant quand même je m'étais dit parce que le rêve ultime c'était Toy Story et donc Pixar quoi. Et je voulais pas avoir de regrets. Je me dis il y a quand même un truc là. Donc je récupère un peu, puis je me dis, on se pose avec ma famille, et puis on se dit, bon, deux options. Ou on reste là et on tente une aventure en créant un studio, ou on retourne en Californie. Parce que c'est après le positionnement, c'est plus accessible. C'est-à-dire que les gens, les amis peuvent venir nous voir plus facilement. C'est juste entre guillemets, un vol direct Paris-San Francisco ou Paris-Los Angeles. C'est plus accessible pour la famille. Quand t'as fait Nouvelle-Zélande, c'est sûr que c'était trop dur. c'est plus simple. Ouais, c'est trop dur. C'est isolé. Ah ouais, c'est ça. C'est chaud. C'est vraiment à l'autre bout du globe par rapport à la France. Deux vols de pas mal d'heures et tout. Donc c'est ça. Ouais, c'est au minimum quand on a la chance, c'est 24 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc je postule à Pixar et j'ai un entretien. Et là après ça a été quand même un des je pense le plus bel entretien de ma carrière, une journée complète. D'abord ils me font une interview au téléphone et puis après ils m'invitent à San Francisco et ils m'invitent pour une semaine. Donc voilà, tout logé, tout chauffeur et tout, c'était top. C'était top. Et je passe une journée dans le studio et là je passe 12 superviseurs à l'entretien et voilà, et puis c'était marrant parce que alors t'as du Avatar nous montrer. Ah oui, parce qu'il n'était pas sorti du coup. Et oui. Ouais, non, pas Oui, encore. venez. Si, c'était sorti parce que c'était en avril 2010 cet entretien et Avatar était sorti en décembre 2009. Ouais. D'accord. Donc oui, mais il y avait pas grand monde qui avait une démo à l'époque parce que voilà, les gens étaient ou encore en Nouvelle-Zélande ou quoi et moi j'étais un des premiers à sortir du territoire néo-zélandais avec une démo Avatar. Ça, c'est marrant, ça te suit. Donc voilà, je Pixar, c'est génial et puis bon, ils me font une proposition. Et donc du coup, je crois que ça a été la décision la plus dure de ma carrière de dire finalement non. Ah là là, ouais. Mais avec le sentiment de l'aboutissement, de le sens où voilà, j'y suis arrivé, le rêve ultime, c'est Pixar. Là, c'est juste parce que j'ai une priorité familiale, personnelle, mais voilà. Donc je dis non avec beaucoup de regrets. Mais avec le sentiment du travail accompli. Et que c'était possible et que voilà. Et que c'était possible et voilà donc voilà. Donc et puis après là ça m'a boosté à mort de me dire voilà, là tu veux dire non à Pixar, t'as intérêt que ça marche ton truc là. Donc voilà. Là tu reviens à Montpellier et qui tu cherches, comment tu dis mais par où tu commences en fait, simplement. Là j'ai un
un copain, enfin un dwarf qui est toujours là, hein, qui s'appelle Cédric Paillet, qui est mon actionnaire, mon associé historique, et qui est mon alter ego technique. Donc c'est avec lui que je m'associe pour vraiment mettre en place le concept sur Dwarf, sur la partie technique, parce que moi j'ai pas les compétences à l'époque, je l'ai toujours pas d'ailleurs, qu'il a en termes de R&D et tout ça. Artiste, quoi. J'ai mon beau papa qui nous aide, mon deuxième papa. Quand je dis beau papa, c'est mon deuxième papa, qui me dit, moi je crois en toi, je vais t'aider donc financièrement et puis voilà. Donc moi avec Cool. les économies personnelles, ça c'est quand on se dit plutôt que d'acheter une maison, on met tout, voilà, on crée une boîte. Donc là il faut je pense qu'il faut quand même un petit peu d'inconscience, pour de se folie, dire, ouais. et de folie, voilà. Et c'est ça en fait, c'est ça. Et donc du coup on est 3. Et puis j'avais donné des cours dans une école à Montpellier, et puis un soir là, pendant qu'on était en train de faire de la paperasse et tout ça sonne à ma porte, et là je vois 3 jeunes qui sont là et qui me disent Olivier, là on te suit quoi, on est là, on veut tenter l'aventure avec toi. Et ces gens-là c'est Belly, Ouais, ok. J'ai c'est bien connu du podcast. Max, c'est deux autres, qui sont pas, je vais pas les nommer parce qu'ils sont pas restés, puis je voudrais pas mais 2 autres jeunes qui étaient là au début, qui sont restés quelques mois. Mais voilà, et Joachim, Bélisaire, donc que je peux les nommer, ils sont toujours là, ils sont Et puis on les a reçus, Et puisqu'on a voilà. reçu Jack Bien pour le sûr. lighting Yes. et Belly. Et voilà, ils sont là, et moi je leur dis les gars, vous êtes sérieux là, parce que là je vais faire un prêt. Je vais acheter les workstations là. Pour faire semblant, ouais. C'est juste que si demain vous me dites que vous n'êtes pas là, voilà. Donc là on fait, on tape dans la main et puis on met en place tout ce qu'il faut et puis les premiers tout petits contrats, mais Et c'est quoi alors ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour monter le studio, les débuts de Il Dwarf? faut une C'est quoi alors? vision. C'est des bâtiments. machines. oui, voilà, Je me il doute, faut mais- en fait ce qu'il faut d'abord, sans déconner, c'est la vision parce qu'il faut aller convaincre le banquier. Oui. Donc si tu arrives là et que alors moi c'est marrant parce que je ne les nommerai pas, mais il y a quelques banques qui m'ont reçu et qui m'ont dit mais monsieur vous êtes un grand fou. Ça, Voilà. c'est Ouais, comme beaucoup de- voilà. beaucoup Vous de êtes projets malade. qui démarrent. hein. Et puis C'est un sinon bon compliment. mais il y en a d'autres, je tombe sur un banquier qui me dit mais c'est génial. C'est génial. Aussi fou que je toi, vous donc. suis. Ouais. C'est ça. Je vous suis. Et là j'appelle les copains je les nomme aussi parce qu'ils sont extra. Boris Zen, de Progis. J'appelle Boris et je lui dis Boris, je monte ma boîte. Là, je suis en train de faire un prêt, mais l'argent est pas encore là. Il me dit je t'envoie les machines. Et c'est parti Génial. comme ça. Mon beau-père, mon beau-papa, que je disais tout à l'heure, qui nous prête. On commence dans un petit village à côté là, tout petit village, dans un salon ex-salon de beauté avec 30 mètres carrés. On s'installe là et on reçoit notre premier serveur. Ah, génial. Avec les 4 premières workstations, des Dreamcolor, et on est 4 ou 5 à début à démarrer l'aventure, quoi. Excellent. D'accord. Et c'était, j'en profite pour placer la question tant qu'on était juste sur le financement, c'est là tu peux vraiment pas faire appel au CNC à cette étape-là ou à tous ces aides financières de région, etc. Tu t'as vraiment Peut-être que les à banques. l'époque, ça existait peut-être pas. Hein. Il y a, en fait, c'est compliqué. Enfin, j'ai eu, il doit y avoir, mais quand tu rentres dans les cursus incubateur, start-up, Ouais. BP, moi je savais pas ce que BP, c'était, c'est un quoi business plan. Ah oui. Donc moi tout ça, franchement, c'est de l'instinct quoi. Donc quand j'ai créé Dwarf, on n'a pas fait de business plan. Donc du coup, ça a D'accord. été vraiment qu'est-ce que vous voulez faire? Eh ben on va faire l'animation qui défonce tout. Oui, Voilà. mais concrètement, monsieur, Voilà. voilà. Non, donc il y a des aides si tu veux, il y a des aides, c'est sûr. Ouais. Maintenant, il faut que tu rentres un peu dans un cadre de start-up avec nous. Voilà, moi je suis pas doctorant, j'avais pas les diplômes qui te donnent de la crédibilité sur un dossier ou ce genre de choses. Donc voilà. Après, il y a des aides régionales. Aujourd'hui, c'est vrai que je sais que les différentes régions vont amener sous
telle ou telle forme de subvention, mais c'est pas tellement du cash, hein, c'est plutôt de l'aide à la relocalisation si tu veux t'installer sur tel ou tel territoire, voilà des avantages qui te permettent d'être prioritaire sur tel ou tel type de foncier pour construire ou pour louer, voilà. Donc ça va être de la mise en réseau, ça va être de l'aide pour, aujourd'hui nous on est sollicité pour mutualiser des services de relocation pour des expats ou même ne serait-ce que des gens qui viennent d'autres villes pour aider les conjoints à se loger, enfin à trouver du travail ou pour accompagner les enfants pour les écoles, voilà. D'accord. Donc c'est ce genre de choses que les régions proposent, dont notamment la Occitanie aussi vraiment est en train de beaucoup investir sur tout ça. Donc Ok. donc voilà. Donc après Alors donc, vous vous retrouvez à quoi? 5, 6, ouais, au début on est 3, 4, 5 ouais, 5. 5, donc 5 gus dans un garage, comme dirait Ouais. Jean. Salon de coiffure. Dans un salon. Salon de beauté. De beauté. Un salon de beauté, oui, De beauté, ouais. Ils ont pas fait que de la 3D au départ. Et ça. Mais il y avait le mot fallu faire un beauté peu de déjà pédicure. dedans. Et comment... Alors, je suppose que tu crées la société, enfin, une SAS, une SARL, enfin, voilà, un Ouais. statut, quoi, juridique, C'est administratif. Et après, comment tu vas te démarcher? Comment ça se passe pour aller chercher du taf quand t'es 5, Bah, t'as des déjà- workstations, et puis que tu dis, je veux faire de l'animation? En, Enfin, en plus de ça, enfin, il y a aussi le choix de l'implantation à Montpellier, qui est en plus, enfin, on a compris que c'était pour des raisons aussi familiales, etc., mais qui est assez risqué quand on sait que le Tout à plus fait. gros Tout à fait. de la Alors production se fait à Paris. ça va au-delà du choix par rapport à une contrainte familiale. C'est vraiment un vrai choix stratégique. D'accord. stratégique par rapport à quoi? À l'époque, il y a un monsieur qui s'appelle Georges Frêche. Et- Maire de Montpellier pendant... Voilà, moitié de l'année. et qui, moi, qui m'inspire dans le sens où on sent qu'il veut faire quelque chose de cette région, Mhm. qu'il veut faire quelque chose de cette ville. Moi, j'adore cette ville, et ce monsieur me laisse penser que Montpellier va aller loin. Donc moi, déjà, je choisis par rapport. Alors, je fais pas de la politique, alors attention, pas du tout. Mais voilà, on écoute quand même les dirigeants de la ville. On regarde en tout cas si ça correspond un peu à notre vision ou ce genre de choses. L'ambition, voilà. Donc ça, et puis surtout que après avoir vécu en Nouvelle-Zélande et puis surtout en Californie, j'ai regardé un peu partout en France. Après, je regarde plus particulièrement le sud, et c'est vrai que Montpellier, il y a quelque chose, il y a un microcosme ici, tout particulier, où il y a cette culture internationale déjà par les étudiants. Puis il y a une histoire avec, c'est la première ville où il y a la première université de médecine. Yes. Il y a quelque chose, il y a un vrai patrimoine. Alors je dis pas que les autres villes n'ont pas de patrimoine, mais donc là il y a un vrai gros patrimoine, et puis surtout de l'ambition au niveau des incubateurs, la technologie, la recherche, des belles facs entre Toulouse et Montpellier. Bon, à l'époque c'était pas encore une seule et même région, mais Mhm. il y avait vraiment déjà de la belle dynamique. Moi j'ai vu, parce que quand je suis rentré, j'ai été sollicité un peu partout, et j'ai fait envoyé spécial, et ça m'a permis de m'ouvrir plein de portes et d'être sollicité pour aller donner faire des talks, des speeches dans les facs. J'ai fait des amphis, j'ai partagé, j'ai parlé de mon parcours, et du coup j'ai ressenti vraiment quelque chose de fort, et avec une envie. Donc du coup je me suis dit bon cocorico, je vais essayer de contribuer du mieux que je peux à ma ville. Voilà. Et puis il y avait déjà Ubisoft, qui Alors, était déjà, merci, qui voilà. était déjà Donc- implanté donc, et voilà. international. Il y avait Ubisoft qui ont vachement contribué au rayonnement international, et je me suis dit voilà, ça va aider. J'avais toujours dans ma tête un coin de ma tête me dire peut-être une collaboration avec Ubisoft aussi, ça pourrait aider. Pour l'avenir, je savais que voilà, donc on avait, moi j'avais l'ambition en tout cas de leur proposer des choses liées à l'animation. Voilà, j'ai toujours été un gamer. J'adore le jeu vidéo. J'ai jamais travaillé dans le jeu vidéo, mais voilà, j'ai pas mal réfléchi à des passerelles et à des ponts. Et d'ailleurs, on y arrive aujourd'hui. Mais bon. Donc je sais plus où j'en étais. Du coup, Montpellier. Pourquoi Montpellier? Donc, Il y a voilà. aussi, et il y a aussi le fait que tu amènes quand même un lieu propice à la créativité, parce que 300 jours de soleil par an, je veux dire, il faut pas non plus déconner. La vitamine D, s'il vous plaît. C'est Ah oui. voilà, La mer pas loin. c'est un gros plus. La mer, on peut se baigner, parce qu'à Los Angeles,
tu baignes pas, il fait froid, il y a des requins. Enfin, l'eau est froide et il y a des requins. D'accord. C'est l'Atlantique, c'est le Pacifique, tu Ouais. vois. Donc bon, voilà. C'est pas la même truc. Et on arrive à amener. Il y a un petit côté californien ici voilà, qui aide quand on fait le pitch d'un studio implanté dans le sud de la France avec tous ces avantages là. Il y a du palmier, Et ben voilà. du sable. Voilà. Et ça a marché. Ça a marché. Et maintenant, c'est pas moi qui le dis, c'est les partenaires et les clients. Bon, alors donc revenons à ces cinq gus dans un salon de beauté. Comment on décroche le premier contrat? Alors après, là, pour le coup, il faut aller à Paris. Donc là, tu prends l'abonnement SNCF TGV. et tu passes ta vie à Paris. Entre Paris, alors déjà, bon, ce que tu fais, c'est que il faut avoir une vision de, voilà, au début, on s'est dit, bon, d'entrée, c'est technologie. Donc, on fait un partenariat avec The Bakery, qui est une société avec des copains, en fait, que j'avais rencontrés chez DreamWorks. Donc, encore une fois, c'était toute une question de réseau, de rencontres et d'histoire. Ouais. Et du coup, je retrouve Arnaud Lamorlette à Marseille et la techno qu'il avait développée à l'époque, ça s'appelait Festery Light. Et là, c'est une techno de lumière, en fait. Et moi, je me dis du logiciel. Ouais. Qu'on Et utilise c'était basé sur actuellement, je vais en parler un peu, mais déjà, donc lui, quand moi je vois cette techno, il faut se remettre dans le contexte. Il y a 10 ans, j'arrive de grandes expériences, de grandes boîtes et tout, avec des moyens, avec de la R&D, tout ça. Moi, j'arrive à Montpellier. Et du coup, bon, ben, j'ai pas le choix que d'aller chercher des licences du Renderman ou, tu vois, fait, du commercial, quoi. Out of the shell. Tu dis ça. Et puis là, en discutant avec Arnaud, il me dit, mais moi, si tu veux, viens voir, je te montre la techno qu'on a écrite. C'est basé sur les mêmes concepts que ceux de PDI. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Pacific Data Image, c'est la filière qui a racheté DreamWorks à l'époque pour faire les films d'animation en 3D. Et donc, la techno, quand je vais chez Arnaud, là-bas, je m'assois, je commence à éclairer un plan ou deux. Et là, je me dis, c'est dingue. J'ai l'impression que je me retrouve chez DreamWorks, quoi. Et là, je me dis, mais il me faut cette techno à Dwarf, quoi. C'est la plus-value, c'est la différenciation, c'est là où je vais. Et là, quand on a réussi à faire un deal avec Arnaud, je me suis dit, je savais que j'allais être différent et que j'allais pouvoir apporter quelque chose d'unique dans la patine de Dwarf. Et ça collait vraiment dans la vision que j'avais de ce que c'est, de quelles sont les composantes qui font qu'un studio est un bon studio. Et alors, c'est pas que la lumière, bien sûr, hein, c'est aussi l'animation. C'est aussi voilà la R&D, l'investissement, la formation, le développement continu. Mais pour moi, si à choisir, si on ramène à deux éléments qui sont clés dans un bon film d'animation, c'est l'acting et la photographie. Et la photographie, c'est la lumière. Voilà. Et c'est ça qui fait que, et la caméra, bien sûr. Hein, quand je dis photographie, c'est lighting caméra. Bien sûr. Donc layout, lighting. Mais c'est ça qui fait que voilà. Et après. Bien sûr, je sens que les copains, ils vont dire, ouais, le modeling, ouais, le rigging. Non, les gars, ça, c'est la base. On est d'accord. Sans bon modeling, tu fais pas une belle déformation. Sans bon rigging, tu fais pas une belle animation. C'est pas ça que je veux dire, hein. Je parle vraiment sur le côté, final, quoi. Rendu final. Ce qu'on retient, c'est l'acteur. Donc, si on fait la parallèle avec le cinéma traditionnel, on a l'acteur, on a l'acting, à travers l'animation, et on a la composition et la caméra et la lumière, la mise en scène qui va permettre de voilà la belle image, quoi. Et donc pour moi si je veux investir en priorité, c'était là-dedans. Donc on a d'abord, alors de par ma compétence première qui est la lumière, naturellement j'ai mis un accent très fort sur la lumière à Dwarf, et ce qui est d'ailleurs, donc c'est eu les retours que j'ai eu ultra positifs, et les copains ils disaient, mais Olivier, t'es super bon en lumière, c'est sûr, mais ton studio il pêche un peu en animation. Et je le savais. Donc bon, mais là on a réglé un peu les potards, et on a fait beaucoup de progrès, et puis on continue sur tous les aspects du studio, bien sûr. Il n'y a pas que la lumière et l'animation, mais voilà. D'accord. Et donc du coup, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis un peu. Du coup, en fait, voilà, tout ça pour dire que la techno arrive. La techno arrive. Ça se monte, le pipe, etc. Et il faut aller convaincre les gens que tu es différent. Ouais. Et que tu peux apporter vraiment une plus-value, et surtout j'avais ce côté un peu chiffre, donc j'ai approché des producteurs parisiens pour en leur disant, voilà, moi je suis capable de vous apporter le premier truc, hein, les algorithmes du cinéma à la série dans une économie série. Je savais même pas ce que ça coûtait qu'une série, moi, mais je leur ai dit, on peut le faire.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à démarcher plusieurs producteurs. Alors d'abord, j'ai pas réussi à avoir de la série, j'ai réussi à avoir, je suis rentré dans la publicité. Ouais. Et donc la première vraie production, c'est Cartier. Donc c'est Wintertail, donc c'est 1 minute d'animation pour Cartier, une pub de luxe, pas rien quand même. Ouais, Cartier, ouais, ça a été vraiment la première grosse expérience. Et puis ça nous a permis aussi donc d'enchaîner sur, vous allez comprendre pourquoi on est arrivé à la série, qu'on était vraiment conscient que c'était vraiment l'avenir. On a basculé sur une campagne avec la SNCF, une web série. Donc c'était les Hérissons, c'était pour les réseaux ferrés de France. Et là on s'est fait 2 saisons c'est 5-6 épisodes de petits épisodes web pour les réseaux ferrés de France. Et ça a été ma dernière campagne pub. Et là je me suis dit ok, on arrête la pub et on va aller vers la série, parce que le modèle de la série te permet de vraiment d'avoir une visibilité plus long terme et de capitaliser sur les talents que tu recrutes, que tu formes, que tu développes. Voilà, donc le modèle économique, des contrats plus longs, plus de visibilité pour pérenniser l'activité, parce que c'est ça aussi, c'est quand t'es à Montpellier, au début c'est dur parce que y a que toi, enfin en animation il y a pas grand monde, donc les gens qui viennent, ils viennent que pour toi. Que pour le studio, et puis quand ça va, quand il y a pas de boulot, il y a plus rien. Et oui. Donc voilà, puis le télétravail à l'époque il n'y avait pas tant que ça, donc voilà, donc du coup naturellement vers la pub, et puis voilà, je te le fais en short, mais sinon c'est des heures et des heures de prise de tête dans les métros parisiens, à pleurer parce que personne ne veut te voir, tu vois. Voilà. Et alors ça, donc toute cette période pub entre guillemets, si on peut dire, ou enfin petit cours, ça a duré combien de temps par rapport à la réception des premières workstations? En fait, la première année, vraiment, c'est du autofinancement et du montage de démos. C'est-à-dire que c'est la création interne de matériel pour convaincre. D'accord. Pour convaincre. Avoir des images à apporter aux producteurs, etc. Aux producteurs, et dire voilà ce qu'on peut faire. Pas que, ça m'a aussi permis de convaincre des investisseurs, en fait, en année 3. Donc ces démos m'ont permis d'aller prospecter, mais également de trouver des fonds, en fait. Donc c'est en création 2010, un an d'investissement personnel, deuxième année premier projet de Cartier, donc. Non, Cartier c'est en 3e année. Okay. Mais je passe les petits gigs voilà de simple petit budget mais qui permettaient d'exister, et voilà. Et de travailler le réseau, et je rencontre donc les actionnaires fin 2012. 2013 on est associés. Bakery malheureusement pour eux cool. Ouais. Et la période où je rencontre mes actionnaires, ça me permet d'avoir les moyens des ambitions, c'est-à-dire je rachète la technologie à Bakery. Et donc là, le fameux Relight de Arnaud Lamorlaye. Et qu'on a transformé en lumière. Et là, ça a été une étape très importante dans l'histoire de Dwarf. Très, très, très importante, parce que voilà, on a pérennisé l'investissement de la première année. Et voilà, donc ça a été beaucoup de travail, parce que tout le monde me dit, mais Olivier, tu es un grand malade. Personne n'a jamais rien fait avec cette technologie, mais sérieux quoi, tu vas faire quoi? Et on fait Cartier avec. D'accord. Et donc du coup, proof of concept, tu vois, ça montre que voilà. Et puis petit à petit, on continue à travailler sur des concepts de process avec la techno, tout ça. Les actionnaires qui nous ont rejoints à l'époque pour faire l'acquisition de la techno, mettent un peu de fonds, donc ça nous permet d'investir, de recruter, de grossir tranquillement, et puis d'aller signer avec 1000 images, Pirata et Capitano. Donc là, ça a été vraiment le gros. C'est 2015. Donc ça vous montre un peu le temps. Ça a mis 2 ans. 5 ans. 5 ans, mais 2 ans vraiment 2 ans de travail entre début 2013 et fin 2015, pour vraiment pérenniser le truc avec une belle production. La première vraie belle production, c'est Pirata et Capitano, où là, ça nous propulse. Donc ça, c'est une série télé. Voilà, ça c'est une belle série, 52x11, Preschool, France Télévisions, et là, donc du coup, ça nous permet de grandir, ça nous permet de continuer à développer ce réseau, parce que maintenant, on parle avec les chaînes,
on est en contact avec tous les acteurs français de la distribution, broadcast, producteurs, CNC, voilà. Donc tout ça, c'est toutes les institutions, les syndicats, voilà. Ça, Dwarf existe là depuis. Donc Pirata et Capitano. Après, on fait. Avant Pirata et Capitano, Dwarf, c'était combien de personnes? Je dirais une vingtaine, 25. Ouais. Pirata et Capitano, tu en rajoutes 50. Donc, je crois qu'on a une moyenne, là, on flirte avec les 80 personnes de moyenne. D'accord. On file un coup de main à Cybergroup pour la saison 3 de Zoo. Donc, quand je dis on file un coup de main, ça veut dire que comme tout était fabriqué à l'étranger, on récupère toute la data et on remouline tout et on leur rend, et on anime et on rend la saison 3. D'accord. Où il fallait que ça matche la saison 1 et 2 pour des contraintes éditoriales. Donc, et ça en parallèle de Pirata. En parallèle de Pirata. Donc là, ouais, on monte un peu plus que 80. Du coup, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais donc De voilà. mémoire, on était 150. On était plus de 100, c'est sûr. Ouais. Ouais, t'as raison, je crois. Wow. Mais tu vois, j'oublie. C'est monté tellement vite aussi. Ouais. Alors on a fait le yo-yo quand même, hein, parce qu'après ça se calme. Et là, Bing rencontre avec Sandrine Nguyen et Boris Herzog, les patrons de Technicolor Animation Production, la division prod anime de Technicolor. Je les avais rencontrés il y a quelques années. Pareil, ça faisait partie de mon travail de réseautage et tout ça. Et on fait un test, pour Sandrine justement qui est venue nous voir, et on fait un mochichi en fait. Un test avec un beau turn, une petite animation, et là elle vient ici et elle nous dit bingo quoi. Donc vous faites toute la saison, si ça vous dit, on signe, vous faites toute la saison. Et là énorme grosse production, je veux dire les Monchichi à l'époque quand on signe ça, c'est la série preschool la plus ambitieuse sur le territoire français quoi. C'est énorme, on se rend pas compte, je pourrais pas parler de budget là-dessus parce que je suis pas producteur délégué là-dessus, donc je vais pas m'avancer à donner des chiffres, mais voilà, c'était une belle production et qui se concrétise avec une deuxième saison. TF1 super content. Là, tout est fait ici, ça je tiens à le dire. Tout est fabriqué à Montpellier. Dès la première saison. Ah ouais, on sous-traite. En 3D. En 3D. On sous-traite rien, c'est-à-dire que là où on gagne la confiance des producteurs et des distributeurs et qu'on les rassure, c'est que on maîtrise toute la chaîne. Et ça, Et c'était le cas déjà dès la pub. Ah oui. Ouais. Oui. C'est l'ambition, c'est le côté, ça c'est mon côté cocorico, c'est le côté alors je vais pas dire la French touch parce que ça m'érisse les poils, mais c'est le made in France. Voilà, c'est ça qui me plaît. Le fait maison. Ouais. Voilà, le côté artisanat de la chose. C'est ça qui me fait kiffer moi. C'est dire voilà la techno, voilà. Bon, tout ça c'est le côté non, c'est hors de question d'aller sous-traiter pour des raisons d'optimisation fiscale quoi. Voilà. J'arrêterai là. Nous ne rentrons pas dans la comptabilité. Mais c'est vrai qu'en série, c'est quelque chose qui est très 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 fréquent. On entend toujours que beaucoup de boîtes de séries vont aller en Inde, en Chine, etc. Donc c'est vrai faire que une grosse partie ou une autre. Alors on sent que il faut une sacrée volonté pour dire non mais on fait ça en France quoi, et puis avec les contraintes que ça pose ou pas. C'est ça. Quoi. Et puis je suis fier de dire que on paye nos impôts ici et qu'on paye nos super charges patronales. Voilà. C'est important. Google, si tu nous entends. Il n'y a pas que. Hein. Ouais, s'il y avait que. À notre niveau, attention. À notre petit niveau, je suis fier de dire que voilà, Dwarf, studio français, 100%. Ouais. Ah, c'est cool. Puis du coup, Mon Chichi 2, ça a déclenché d'autres trucs après encore. Saison 2. Saison 2, oui, voilà, bien sûr. La saison 2, et puis là, on a un projet en discussion, enfin, qui est, alors là, c'est bon, avec Covid oblige, des contraintes des chaînes, on attend le go, mais a priori, on va partir avec une nouvelle belle saison avec Technicolor. Je peux pas le nommer non plus, mais en tout cas, voilà, on a un nouveau projet avec eux en discussion, enfin, très avancé, hein, parce qu'on a fait un test et tout ça, ça y est, c'est validé, tout est OK. On attend le go du diffuseur. Mais il y a une belle collaboration, en tout cas, avec et une confiance. Voilà, c'est ça. Avec c'est le mot. Je pense que maintenant, comme j'étais en dîner avec d'affaires, je crois qu'on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. J'étais en dîner d'affaires avec Boris et Sandrine il y a quelques semaines pour justement faire le point sur tout ça. Et c'est là où Boris me disait que on a appris à travailler ensemble la première saison et on a tout défouraillé en saison 2, quoi. C'est-à-dire que
autant lui que moi, on ne s'est pas mêlé de rien du tout sur la saison 2. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'intervenir pour régler tel ou tel problème. Tellement ça a été fluide. Donc ça c'est super important dans la relation client partenaire, c'est que voilà, ils ont confiance et aujourd'hui ça roule quoi. Donc on est écouté autant que eux le sont. Oui, voilà. puis il y a une vraie il y a une vraie évolution entre les deux saisons. Enfin, pour avoir participé aux 2 saisons de Monchichi, entre la première et la deuxième, même nous les artistes, la prod, etc. Il y a eu vraiment une belle évolution du projet et je pense que ça se ressent dans les images de la saison 2 quoi. Il y a pas photo quoi. Tout le monde y a pris un plaisir immense Complètement. à pérenniser justement un projet comme Monchichi Et de pouvoir le faire justement, comme tu disais, vraiment de bout en bout, enfin en tout cas Bien la sûr, partie 3D, la partie image, de vraiment le faire et d'avoir une liberté. Et c'est vrai que pour avoir aussi été sub sur la 2e saison, il y avait une confiance et un vrai dialogue, et un vrai échange et une réelle interaction de bienveillance, confiance et de confiance entre vraiment. Technicolor et nous effectivement. C'est ça. Moi, j'ai eu des retours de TF1 où le directeur de la jeunesse m'a dit qu'il avait jamais eu une expérience comme ça, qu'il avait jamais vécu quelque chose d'aussi fluide avec ce genre de production. Donc ça fait super plaisir quoi. Et alors, et par rapport à la concurrence, comment Dwarf se place, alors pas forcément, hein, on n'est pas en train de faire un concours de qui pisse le plus loin, mais comment est accueilli Dwarf par la concurrence. Merci. Alors là, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Bonjour, je suis Dwarf. Là, c'est plutôt à la concurrence qu'il faut demander ça. Moi, je pense que, alors en toute humilité, je pense que là où la fierté que j'ai, c'est que Dwarf a montré l'exemple que tout pouvait. Enfin, je reprends la phrase. Je t'en prie. Je pense qu'on a montré l'exemple sur le fait qu'on pouvait se permettre d'être en province et d'être et d'ouvrir la voie sur voilà. Il faut pas juste être à Paris pour faire de l'animation. En étant à Montpellier, on peut montrer aussi qu'on peut avoir une très bonne qualité de vie en plus et donc se lancer dans une ville au début qui n'est pas forcément, on va dire, dans les meilleurs choix stratégiques pour se lancer dans une telle aventure. Et puis voilà, donc la fierté, c'est de dire voilà que on a montré à la concurrence que on pouvait sortir de Paris et faire quelque chose. Parce que à part Paris, il y a aussi Angoulême. Oui, alors voilà, Angoulême, historique, animation, mais voilà. C'était un historique, c'était plutôt 2D. Donc Angoulême, il y a un vrai enjeu. Moi, je parlais vraiment sur le studio 3D animation. Parce que Toulouse aussi avec TAT. TAT, ouais, c'est vrai. Donc TAT, je sais pas, c'est quelle année TAT? C'est quelle année TAT? Ah, je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé. Alors ça c'est une bonne question. Bon, en tout cas, avec TAT et quelques studios, on fait partie des précurseurs sur la décentralisation en fait. Ouais. Voilà, et de se dire que on peut avoir aussi une qualité de vie. Moi, c'était vraiment c'était ce qui primait dans le choix, c'est offrir vraiment qualité d'image et qualité de vie. Ouais. Qualité de vie, parce que la qualité de l'image va avec la qualité de la vie, parce que au mieux t'as une meilleure qualité de vie, et ben au plus t'es créatif. Et je pense aussi que tu peux aussi attirer des projets qui ont un peu moins de budget plus facilement ici qu'à Paris, parce qu'à Paris il faut payer les gens un peu plus parce qu'il y a toute la vie qui est là-bas et tout. Et même je me demande d'ailleurs en fait, ma question c'est juste ça, c'est est-ce que les gens qui ont des projets se disent ah ouais mais si je la fais développer à Paris ça va me coûter une blinde et ils se tournent du coup vers Montpellier. C'est arrivé de voir des gens comme ça? Alors c'est une vraie bonne question par rapport à ça. C'est intéressant, je peux en parler un peu. C'est-à-dire que moi, au début, oui, j'étais obligé d'accepter des productions avec moindre budget. Mais ça, toutes les boîtes le font de toute façon. C'est juste que... Mais là, depuis quelque temps, c'est fini. On est, je pense, pas si je me trompe, mais je pense qu'on est ultra compétitif avec la concurrence, même parisienne, en termes de salaire. Et ça, moi, je me fais un point d'honneur à me battre auprès des producteurs pour dire voilà, si vous voulez travailler avec Dwarf, c'est pas parce que Dwarf est moins cher. C'est parce que vous voulez Dwarf sur vos projets. Point. Donc, moi, je dois être en compétition avec la terre entière. Aujourd'hui, on n'aura plus la ville ou quoi. C'est du télétravail, c'est tout ça. Donc moi, non, même si c'est vrai que je pourrais attirer des productions ou baisser mes coûts en
en baissant les coûts de la masse salariale, ça ne m'intéresse absolument pas. Et le fait que ça ait bien marché, en plus, maintenant, tu peux arriver avec des projets en disant, bah, vous avez vu, ça a très bien marché, donc il y a pas, voilà. Tout à fait. Et du coup, l'objectif avec ça, c'est aussi de se permettre de pouvoir attirer des grands talents. Et puis des gens plus matures, avec aussi des familles, parce que voilà. Ça a été compliqué, ça, au début, de trouver, une fois que tu avais justement les 80 personnes, comment continuer, parce qu'il n'y a pas, comme tu disais tout à l'heure, il y a un vivier, bon, il y a Ubisoft, mais après, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de, moi, après, j'ai le réseau aussi, au niveau international, j'ai beaucoup joué mon réseau, et puis après, le réseau appelle le réseau, et puis ainsi de suite, et les gens viennent, et puis ça continue, c'est des bouche-oreille, quoi. Et puis là, récemment, avec les différentes productions, avec la production de Glenkin, Trash Truck, Glenkin Productions. Là, je crois qu'on a mis la barre très haute, en fait. Je pense, et là c'est ma deuxième plus grande fierté, c'est d'avoir convaincu un monsieur comme Glenkin, parce que je pense que c'est ça qui fait qu'on attire aussi des gens. J'en sors et je suis venu ici en grande partie pour ça. Voilà. J'avais besoin de partir de Paris, mais c'est vrai que ça a été un argument incroyable. C'est ça. Et aujourd'hui, Glenkin est l'un de nos ambassadeurs parce que on a tout donné, quoi. Moi personnellement, j'ai tout donné pour ce projet. Donc je pense que le studio a grandi de cette belle expérience, donc il contribue au fait que ça confirme les choix, ça confirme la stratégie, ça confirme ce positionnement, qualité à tous les niveaux, qualité en niveau de salaire, qualité sur les bureaux, qualité sur les chaises qu'on achète, qualité sur les fruits qu'on met à disposition, les boissons, le café. Voilà, tout ça fait que on veut un environnement qualitatif basé sur ces grands modèles américains, même si on n'a pas, par contre, là encore les moyens. Je veux, on y vient. On y vient. On est d'accord que c'est moi c'est une question que je me pose souvent. On a des budgets pour ces séries-là, etc. Mais au final, tout part dedans, quoi. Quasiment. C'est-à-dire que tu finis le projet, t'as pas vraiment pu prendre énormément pour ta boîte. Il y a une part évidemment, mais la plupart du budget elle part dans la fabrication, quoi. Donc, dans les salaires. Les salaires, ça, c'est en fait, t'as deux façons de voir les choses en tant que dirigeant de studio. Où tu penses à tes actionnaires, ou tu penses à tes gars. Et quand tu penses à tes gars, tu penses à la qualité. Et à la qualité, alors c'est peut-être parce que je suis un artiste en fait. S'ils avaient su ça quand ils ont signé, peut-être qu'ils se sont dit on aurait plutôt pris un commercial. Mais bon, non, l'idée c'est que oui, tu peux. Moi en tout cas, c'est ma philosophie. On met tout parce que c'est du long terme, c'est de la relation. Et moi je préfère tout mettre et faire une toute petite marge. À court terme, je veux pas faire des petites marges toute ma vie. On est d'accord. Mais capitaliser sur ce produit-là, et là on va parler de Trash Truck, qui sort en novembre sur Netflix, on peut faire de la pub. Oui, vas-y, profites-en. Donc Trash Truck là, moi là maintenant qu'on a tout donné, j'attends de voir si on a bien fait ou pas. Ouais. Et c'est ça, le pari il est là en fait. Et ça c'est mon côté entrepreneur. On sent où c'est qu'on peut miser ou pas. On empiète sur la deuxième émission. Attention. Pardon. Ok. On y reviendra peut-être après, mais voilà. Ok. Restons avec non, mais avec je sais Victoire. Je sais plus pourquoi on disait ça. La qualité. Parce que c'était les projets et puis le fait que donc ta boîte, t'aimerais bien avoir des nouveaux locaux, d'avoir beaucoup plus de place, d'avoir les gens qui ça aussi ça attire le monde mine de rien. C'est bête mais moi qui suis on est tous les quatre artistes finalement. Ouais. Donc tu sais très bien que effectivement un cadre de vie aussi dans le lieu de travail est important. Tout à fait. Donc ça, au bout d'un moment, ça va être... Ouais, là, on est en train vraiment de réfléchir à beaucoup de concepts. On va vachement évoluer. Le Covid, la situation, le télétravail nous a fait vraiment réfléchir différemment. Tu peux nous en parler 5 minutes, justement, de comment est-ce que le studio a vécu le Covid? Alors, le studio, pas toi en tant que dirigeant du studio, mais comment est-ce que ça s'est... comment ça s'est... Est-ce que ça a eu un impact sur la Voilà, quel a été l'impact du Covid? L'idée, c'est que on a été forcé de réagir, d'innover, d'être créatif. J'entends par là que plus personne ne peut bosser. On fait comment? Et on avait une prod en cours. Et on avait 2 prods en cours. Et on a donc et puis surtout on avait aussi
je veux dire, l'obligation de continuer. On pouvait pas s'arrêter. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que heureusement que ça faisait peut-être 2 ans qu'avec les équipes techniques, on faisait beaucoup de veille techno sur tout ce qui est cloud, virtualisation des machines, voilà. Et ben là, ça a été le saut dans le vide et Encore un. voilà, et investissement court terme ultra rapide, équiper tous les collaborateurs en remote avec des stations Wise, tripler la bande passante du studio pour pouvoir accueillir des connexions de ouf, parce que bon, imaginez, on fait pas juste de l'informatique avec des tableaux Excel, hein, on gère de la data super lourde, donc du coup ça a été les render farms, les accès, tout ça, donc on s'est transformé en studio virtuel en 2 mois. Mais c'est ça, parce que d'un coup t'as plus personne dans les locaux. C'est ça. Et t'as des C'est gens ça. qui doivent tout gérer, les serveurs et tout, depuis C'est ça. chez eux. Et on avait bon voilà, vive après les solutions de. Heureusement, c'est pareil. Laurent, notre DSI. DSI, directeur Des services informatiques. Services informatiques. Alors, si on le fait en américain, on fait CIO, CIO. Ok. Chief Information Officer, tu vois. Donc, du coup, pardon. Ah ouais, c'est Non, trop non, bien. je vous en prie, je vous en prie. Donc, C'est formidable, on apprend plein de choses. Donc Laurent, à un moment donné, il me dit Olivier, il faut passer sur du Office 365 avec tout. Et là, il y a quelques mois en arrière, mais vraiment heureusement quoi. Il y a 1 an, on a fait la bascule vers toute une suite de gestion en fait. Hein, donc Office, ça nous a sauvé la mise, ça. Parce D'accord. qu'on était connectés tous, quoi. Je veux dire, c'était parfait. Au début, c'était un peu compliqué, mais voilà. Franchement, en 2 mois, on était opérationnel 100%. Et j'ai des retours de certains collaborateurs qui étaient encore plus productifs chez eux que sur site, D'accord. pour plein de raisons Oui. différentes. Mais voilà, donc du coup, ça a été, on a grandi, on a vraiment grandi de cette situation, et ça me permet aujourd'hui de revoir beaucoup de choses avec les équipes RH sur c'est quoi Dwarf demain. C'est pas une autre émission, ça, j'en parle maintenant ou pas? Non, bah ouais. C'est bon. Bah, Oui, oui, allez, la suite de la rapidement, boîte. rapidement. Non, mais C'est les- la suite de la boîte. Oui, c'est la suite. L'idée, c'est que voilà, on va privilégier quand même un 30% télétravail et un 70% sur site, mais on est quand même en train ce qui va être génial. Là, je te rejoins Néo sur la partie collaborateur, bien-être au travail. On va vraiment mettre en avant la technologie. Alors, je vais faire simple, du cloud on-site, c'est-à-dire que on va vraiment mettre en avant ces technologies au service des usages sur site. C'est-à-dire qu'on ne travaillera plus demain à Dwarf sur site comme on a travaillé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'aura plus de grosses workstations loquées au bureau avec ton poste et à la limite, tu te délogues ici, tu te relogues là-bas. On n'aura que des postes légers ultra flex. Donc, on amène la flexibilité à son paroxysme au sein du studio en ayant notre data center, bien sûr, on-site. Par contre, après, on met le pognon quelque part, hein, donc c'est-à-dire que le pognon. on met l'infrastructure, elle doit être quelque part. Donc on aura on va booster tout ça. Et donc on a déjà, si tu veux, en petite échelle, on en a déjà. Et là, on va mettre en avant tout ça. Et là, je travaille beaucoup avec François. Je sais pas, vous l'avez interviewé, François Tarlier? Non, on n'a pas vu Voilà, François Tarlier, Tarlier. qui est sur la partie innovation. Et du coup, avec lequel, là, je travaille beaucoup sur justement cette vision et sur c'est quoi le pipeline de demain, en fait, dématérialisé. Et Voilà. qu'est-ce que tout ça peut apporter Et ouais. autant sur site, parce que je crois beaucoup, le télétravail c'est super, et bien sûr, c'est super important, mais je pense aussi que le côté appartenance, le côté, moi je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller au bureau. Voilà, donc il faut les deux. Il faut les deux. Et puis Ouais, faut la jongler, cohésion hein. d'équipe, les rencontres, voilà, c'est bien la visioconférence, mais à un moment donné, je pense que le côté humain, tactile, d'être dans une même salle et de pouvoir partager un café, s'asseoir dans un endroit détente et continuer à bosser parce qu'on est connecté à tout le matériel au studio et de faire des réunions comme ça. Enfin voilà. Donc tout ça c'est Ouais. super important. Donc le studio de demain c'est ça. Donc bon, j'ai inventé rien, c'est la Google et tout ce que vous voulez, mais en tout cas on est vraiment dans cette optique-là. Est-ce que tu disais 30-70, bon, globalement, est-ce que c'est quelque chose, comment dire, Covid ou pas Covid, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que si demain, par magie, on n'a plus aucun cas, etc., que c'est quand même un Ah oui, objectif oui. que tu gardes en Oui, tête? oui, oui. Ouais. Oui.
ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Non. Bah, Alors, ça a permis de c'est ça, débloquer le c'est truc. ça qui m'a fait changer d'idée sur le télétravail. Avant, Il reste tu quand pensais même. quoi? Ben en fait, avant, je voulais le faire. Moi, j'étais beaucoup plus partisan du côté on-site et flexibilité sur site. Ouais. Donc avec un campus, voilà. Là, le télétravail, c'est vraiment pour amener une composante supplémentaire de flexibilité aux collaborateurs. Mhm. Voilà, c'est essentiellement pour le collaborateur, parce qu'il y a quand même un problème qui est la sécurité. Et ça, on n'a pas encore les moyens d'être 100% sécurisé sur Au niveau des datas, au niveau des du datas. piratage, Ouais, etc. du ouais, piratage Bien et sûr. surtout parce qu'après voilà le collaborateur il est chez lui, il y a quelqu'un qui rentre, il prend des photos, il l'envoie sur Facebook. Mhm. Ça on peut rien faire, il y a aucune technologie qui nous protège de ça. Mhm. Donc suivant la sensibilité du projet, du niveau de responsabilité du collaborateur, enfin voilà, ça reste un sujet quand même assez sensible. Mhm. C'est pas Mhm. c'est pas anodin. Oui, parce que pour nous, on se dit, oui, bah, si, c'est pratique, on bosse à la maison, mais Oui. Oui, c'est vrai que Ah moi, non, par exemple, mais- j'ai un vis-à-vis terrible. Heureusement que j'avais des rideaux, parce que je me disais, mais n'importe qui regarde de la fenêtre voit tout trash truck pendant que je suis en train d'animer, quoi. Ouais. C'était, effectivement, c'était C'est ça. costaud. C'est pour ça que bon, il faut être vigilant. Ouais, bah, ouais, c'est clair. Tu parlais de campus tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler rapidement, parce que tu l'as évoqué en début d'émission, l'académie? Ah oui, Parce que t'en as pas du tout parlé dans toute, oui, toute oui, l'histoire de Dwarf. les technologies propriétaires, oui. Et Bah oui, un passe site- un donc site formation, voilà. oui. En fait, moi, ce qui m'a poussé à mettre en place l'académie, c'est que quand je suis arrivé donc aux États-Unis, pendant 3 mois, j'étais payé et j'étais en formation Ouais. de tous les outils de DreamWorks. Et j'ai dit, mais j'ai trouvé ça mais extraordinaire d'être là où les mecs ils comprennent qu'en fait il faut de la formation. C'était la première fois qu'une boîte me proposait de me former Mm. aux outils. Ouais. Donc bon, j'ai pris ma claque, j'ai progressé un truc de fou. Je parle même pas de l'anglais parce que l'anglais, bien sûr, ils te forment en anglais tout ce que tu veux, mais là, ils te forment au process, aux outils, et puis ils te demandent, tu veux apprendre à faire quoi, tu veux ci, tu veux ça. Développement de l'individu. Et donc du coup, et il y avait que ça en France. Moi, il y a jamais personne qui m'a proposé de me former. Bah, oui, Jamais. c'est clair, ouais. Donc du coup, moi, ça faisait partie des piliers fondateurs du studio, au même titre qu'est la R&D. Donc vraiment la formation, voilà. Donc alors là c'est un peu en stand-by la formation parce que pour des raisons de contraintes, production, de temps et tout ça, voilà, on a mis un stand-by, mais la formation fait partie intrinsèque des valeurs du studio. Donc le développement continu, tout ça. Donc est-ce qu'on va le reprendre à travers un partenariat avec une école? Je lance un appel là, qui serait intéressé de collaborer sur des formats de formation un peu spécifiques. Je dis bien un peu spécifiques parce que ça reste de la formation pour notre type de productivité ou de process. Bon, Mhm. voilà, il y en a que ça peut intéresser. J'ai essayé de discuter avec certains directeurs pédagogiques d'école. Pour l'instant, j'ai pas trouvé encore le bon. D'accord. On sait jamais. Mais c'est dans les cartons et on sent que c'est une grosse partie. C'est super important. super important pour C'est pour la super structure important. et l'évolution de Dwarf. Ouais. Bah, Pez en avait parlé dans l'émission précédente. Hein, Ah bah c'est- je suis un enfant de l'académie, messieurs dames, bien entendu. une équipe Ah qui était avec. Non lui. mais c'est super important et je pense que ça c'est que mon opinion, mais dans un futur proche, je pense que le futur des boîtes, ça serait justement d'accentuer la formation C'est super important. entreprise quoi. C'est Ça permet de développer aussi la culture d'entreprise, bien sûr. Ouais. la marque employeur, fait être fier. Moi, ce que je recherche dans Dwarf, la plus grande fierté que j'ai, c'est quand je passe au bar le vendredi soir pour boire un coup et que j'entends les gens qui sont super fiers de dire ben moi je suis un Dwarf moi de toute façon. Ou alors ceux qui se prennent en photo avec le t-shirt Dwarf un peu partout dans le monde. Et j'ai eu des retours de gens qui ont quitté Dwarf, mais quand ils discutent avec leurs nouveaux collègues ou tout ça, et qui leur disent mais tu peux pas comprendre, t'es pas un Dwarf. et c'est ça que moi je trouve kiffant quoi. C'est super, c'est génial. Donc ça veut dire que les gens sont touchés et marqués par cette culture d'entreprise, ce développement. Et moi c'est ce qui compte par-dessus tout. C'est vraiment que les gens partent de là avec voilà, qui restent, qui continuent, qui reviennent,
qui part de là avec un souvenir au même Impérissable. titre que moi je l'ai, voilà, avec mes expériences chez Weta ou chez DreamWorks. Je vais même dire PDI parce que c'est vraiment PDI. Plus que DreamWorks. Ouais. Ouais. Alors, on parle, mais le temps file. Mhm. Rapidement, pour terminer cette émission, c'est quoi l'avenir de Dwarf pour toi, là, à l'heure actuelle? Alors on passe un cap, c'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on fait du service premium certes, mais on fait du service. Donc on fait du service pour des beaux partenaires et avec beaucoup d'ambition. Donc on va continuer cette activité parce que c'est important. Ça permet de nous challenger, de continuer à investir dans tout ce qui est technologie, recherche, développement, formation, tout ça. Et puis on se lance cette année dans la production déléguée, c'est-à-dire que Dwarf demain c'est aussi créateur de contenus originaux à travers de l'acquisition de propriétés, de licences, voilà. Donc c'est aussi ça l'activité de Dwarf demain. Je peux pas tout dire là. On discute avec beaucoup de monde, que ce soit sur la partie service avec des beaux projets en perspective. Et là on est reparti avec Netflix sur une très 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 belle production de SF. J'en dirai pas plus. On ne veut Ça- pas forcément une exclusivité, mais enfin. Oh, moi je veux bien. Donc, Non, on veut pas, là, on veut c'est- pas qu'il y ait de soucis. c'est la tuerie. D'accord. Franchement, j'ai vu les premières animatiques, j'en dirai pas plus, mais Mhm. waouh. Quoi, c'est du World of Warcraft? Non. Non. J'en dirai pas plus, mais c'est extraordinaire. C'est une série originale Netflix dans la cible famille. Donc Dwarf passe un cap, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui on faisait du preschool, premium, du beau preschool. Mais là, on passe dans la catégorie Trollhunter, c'est-à-dire famille. Et C'est plus que les Un peu uns. plus grand. Ouais, un peu plus, voilà, c'est Pas Ado seulement adulte, les enfants, ouais, quoi. ouais. ado adulte, familial. Là, on a et là vraiment un projet super. Les créateurs chez Netflix, c'est que les anciens des belles boîtes et tout ça. Enfin, on est en original Netflix et on est en direct avec eux là. C'est une belle collaboration en perspective. Et puis voilà. Et puis il y a plein d'autres discussions. Voilà. Et sur la partie création, on est en pleine écriture. Je travaille avec Rémi Guérin qui nous a rejoint il y a pas longtemps, là, qui est notre directeur éditorial. Voilà, donc on a fait une petite acquisition là sur les droits d'une propriété qui s'appelle Cerise et Garou, donc ça je peux en parler. Ah, C'est si tu veux. c'est signé. D'accord. Donc Cerise et Garou, c'est chez Clair de Lune, que je vous dise pas de bêtises, ouais. Et c'est une revisite du Petit Chaperon Rouge dans l'univers de Perrault, tout ça, c'est super fun. D'accord. Donc voilà. Et donc Ce serait intéressant, tiens, peut-être de faire une émission avec Rémi pour Ouais. qu'il nous explique un petit peu ah ouais. comment est-ce qu'on crée justement Il est- une série, Ah, et puis l'écriture, pour le etc. coup, puis le Rémi là, il vous raconte des belles histoires, hein. Il est top. Rémi Guérin. Bon, bah très bien. Voilà, donc plein de projets comme ça en perspective. Est-ce que tu vois surtout de la série ou aussi du long, retourner à de la pub, je sais pas, faire une deuxième branche, voilà, qui Alors- fait un peu les deux. Alors, il y a plein de projets. Là, on est en train de discuter sur série premium parce que pourquoi parce qu'aujourd'hui les acteurs le demandent. C'est-à-dire quand je dis les acteurs, c'est les OTT, hein, donc c'est les plateformes premium, les OTT. Donc ce sont les Qu'est-ce que services ça de veut dire streaming, Netflix. Mais OTT, qu'est-ce que ça veut alors, dire comme, c'est- Ah, je posais la question piège. Là, tu me poses une colle. J'y réfléchi tout à l'heure et je me rappelle plus. Mais c'est le terme pour dire, c'est l'acronyme de quelque chose pour dire, en tout cas, c'est les streamers, quoi. D'accord. Donc, Vous aurez la réponse à la prochaine émission. voilà, Donc restez ouais, pour promis, la prochaine émission. promis. On trouvera. Donc du coup, c'est Apple plus, Disney plus, Netflix, HBO. Et donc aujourd'hui, tous ces gens-là demandent du contenu sérialisé. Eh ouais. Et donc, on est contraint, enfin, entre guillemets, contraint à faire du sérialisé. Mais je te cache pas que l'idée du long métrage, quelque part là, ça va venir. Ça trotte dans la tête. Ah oui, le cinéma, ça reste le cinéma. En espérant que qu'ils soient encore là dans 2-3 ans, parce que là c'est compliqué pour les salles et tout. On verra. On verra bien. Ouais. Mais ok, cool. Ça pourrait Donc, être le thème Grosse d'une- perspective. Le thème d'une future émission, cinéma contre série Survivra, premium, survivra pas. voilà. Ouais. Bah, Comment- surtout qu'aujourd'hui, quel oui, avenir, hein. la ligne commence à être très fine. Ouais. Enfin, aujourd'hui, depuis pas mal d'années maintenant, mais ouais, carrément.
Eh ben, écoute, merci Olivier Merci déjà pour beaucoup. cette belle émission sur Dwarf, sur ce studio montpelliérain donc, Avec grand plaisir, merci dans à lequel vous. nous travaillons ou nous avons travaillé. Oui. Ah, moi, j'avais une Nous travaillerons. toute mini question. Oui, pèse. Pourquoi t'as appelé ça Dwarf? Ah, mais je ouais, l'ai. on a oublié! On fait une heure d'émission, on oublie la question. Tu as failli me vexer à pas la poser. Alors dwarf, on rappelle que ça veut dire nain en anglais, Ouais. mais du coup, Donc du coup, le parce que, dwarf, personnellement, je fais 1m88, donc mais c'est ça qui est cool. Non, mais c'est ça le truc, c'est ça le pied de nez. C'est-à-dire que en fait, je cherchais un nom qui vienne avec des valeurs qui représentent des. Alors, c'était des valeurs du monde de la fantasy, bien sûr, hein, vous l'avez compris. Alors, je sais pas si c'était parce que j'étais en retour de Nouvelle-Zélande et que je revenais de la Terre du Milieu. côté de Peter Jackson et tout Mais ça. ouais. voilà, mais en fait, le nom de Dwarf, c'est Dwarf. Au début, on avait appelé ça Dwarf Labs, donc pour le laboratoire des nains. Donc ça sonnait bien, mais ce sera sur une autre, peut-être une autre filiale de Dwarf. On renommera. On a renommé à Dwarf Animation Studio. Parce que ça sonnait mieux déjà, mais alors le Dwarf, parce que le but c'est qu'on nous appelle Dwarf et Dwarf quoi, tu vois, comme on dit Pixar, tu vois, Mhm. voilà, Un un mot, paf, tac. Dwarf, Court et impactant. court, qui impacte. Et en fait, pourquoi le Dwarf? Parce que c'est tout ce qui représente, donc c'est l'artisanat, donc c'est le travailleur de l'ombre, contrairement à l'elfe où l'elfe il est devant sur la scène, il fait le beau et tout. mais ce qui est cool, c'est que l'elfe il utilise les armes que lui forge le Dwarf. Donc le dwarf, c'est aussi la créature qui détient toutes les richesses. C'est ce qui représente donc l'artisanat et qui façonne les joyaux. qui façonne les joyaux. Vous savez, une petite question parce que pour répondre à pourquoi dwarf, qui c'est le super-héros le plus puissant? Dans les comics et tout ça. Ouais. Je sais pas du tout. Dans les comics, Ah, J'allais dire moi Thanos, on m'a dit que c'était Thor. ou Superman, ou Un Thor, De toute apparemment façon, c'est Thor. les débats sont houleux à mon avis. Ah oui, sur, oh là. Mais en tout cas, la en twittosphère. tout cas, si c'est l'un des plus puissants, en tout cas, si ce n'est pas le plus puissant, c'est l'un des plus puissants. Et en fait, son marteau, il a été forgé par un dwarf. Hmm. Excusez-moi. Et donc voilà. Donc c'est le savoir-faire, c'est l'artisanat, c'est le travailleur de l'ombre, c'est la forge. Et à la fois, il peut être un guerrier quand il faut. Donc voilà. et puis, un buveur de bière. Et un buveur de bière. Le vendredi. Puis Gimli s'était pris, donc. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est pour toutes ces valeurs-là. Et puis, comme on dit, comme je leur disais aux gens à nos Américains, je leur disais, it will make sense when we will be huge. Oh, joli. Voilà, c'était la petite blague. Mais voilà, donc le dwarf pour ça, pour toutes ces valeurs-là. Tu vois que t'es un bon commercial en fait. Trouve des punchlines et tout, donc ça passe. C'est ça. Bon, bah, en tout cas, merci pour cette belle émission. Ouais, et ouais, puis, merci à vous. Merci à vous. merci Pez, merci Néo. Bah, c'était un Merci plaisir. à toi, le doc. Ouais. Et on se retrouve à la prochaine émission, donc encore avec Olivier, qui va nous raconter cette fois-ci son travail en tant que directeur. Directeur. C'est quoi un directeur de studio? Ça fait quoi dans la vie? Voilà, merci mes chers bipèdes de nous avoir suivis. N'oubliez pas un petit coup de Patreon. PayPal, Voilà, Spreadshirt, junior, mid, senior, de toute façon, on vous en remerciera d'autant plus. Et puis à la prochaine, les gars. Et puis, Eh on ouais. n'oublie pas les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, machin. Bon, je fais plus l'article, hein, tout est dans les notes de l'émission, les 10 heures, les machins, les cgypodcast@gmail.com. Voilà. Voilà, tout ça. Hein, zut. Gros bisous à tous et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao, Bye bye. bipède.